faire travailler ton argent intelligemment. Tu veux un investissement qui soit stable, tangible et surtout qui résiste aux crises majeures et qui te permet en prime de te faire plaisir. Alors il est peut-être temps de t'intéresser à l'investissement dans les vins et spiritueux. Mais je te préviens, le vin c'est pas juste des grands crus dans une cave poussiéreuse. C'est bien plus intéressant que ça et surtout bien plus passionnant et qui par la même occasion peut te rapporter très gros et même payer ta consommation personnelle de belles bouteilles. Mais attention, ça c'est si tu sais comment t'y prendre. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 conseils pour investir dans les vins et spiritueux. Parce que 90% des débutants font n'importe quoi. Mauvais domaine, mauvais millésime, mauvais stockage et puis mauvaise revente. Si tu veux éviter tout ça, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment te lancer en autonomie. Et je vais également t'offrir un guide exclusif pour commencer dès demain à investir dans les vins et spiritueux des 3000 € de capital. Commençons. Déjà, avant qu'on attaque tout de suite le vif du sujet qui sont les 5 conseils, remettons un petit peu de contexte sur le marché. On a sorti une vidéo complète sur le marché des vins et spiritueux, mais pour te résumer un peu les chiffres clairs, marché mondial du vin, c'est 327 milliards de dollars en 2023. En 2022, exportation de 37,5 milliards pour 14 milliards de bouteilles. Et sur le segment des alcools premium, plus 9,07% de croissance par an jusqu'en 2033. Et sur la Bourgogne, on est sur des 9,8% par an entre 2000 et 2023, soit x8,5 net d'impôts. Et sur les whisky rares, là par contre, on est à plus de 11% de revenus annuels entre 2008 et 2023. Dans un monde assez incertain, le vin devient vraiment une belle valeur refuge. Contrairement aux cryptos, aux actions tech, sa croissance est constante, stable et surtout c'est un produit qui est tangible. Ça c'est super important. La métaphore que j'aime bien faire, c'est que l'investissement dans le vin, pour moi, c'est un mélange entre l'investissement dans la bourse américaine et l'or. La stabilité de l'or et les rendements de la bourse américaine. Il combine tout ce que les investisseurs recherchent. Résilience face aux crises, liquidité, plus-value constante et surtout un plaisir d'achat. Et le plus beau dans tout ça, c'est que t'as pas besoin d'être ni expert ni millionnaire pour commencer dès aujourd'hui. Mon premier conseil que je peux te donner, c'est mise sur les domaines et pas sur une étiquette. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'acheter une bouteille chère pour qu'elle prenne de la valeur. Et ça, c'est faux. Tu vois une belle étiquette, un prix élevé et tu te dis ça va monter. Mais non. Ce qui fait la valeur d'un vin, c'est pas le look de la bouteille, c'est la réputation du domaine. Prenons un exemple, Château Lafite Rothschild, domaine de la Romanée-Conti, Château Rayas. Ce sont des marques puissantes dans le monde du vin. Et comme toutes les marques puissantes, elles attirent les collectionneurs, les amateurs et également les investisseurs. Ces domaines sont rares, demandés, cotés sur les places de Bordeaux ou dans les ventes aux enchères. Même si tu ne bois jamais une goutte de vin, tu peux apprendre à repérer ces valeurs sûres. Et tu peux commencer petit en réalité. Oui, des grands noms proposent parfois des cuvées accessibles, parfaites pour débuter. L'erreur des débutants, comme je t'ai dit, c'est acheter une bouteille chère dans un domaine inconnu. Et en réalité, à la revente, personne n'en veut. Mon deuxième conseil, le millésime, ça doit être ton arme secrète. Je m'explique. Tu peux avoir un très bon domaine, mais un millésime moyen. Résultat, la valeur ne monte pas réellement. Pourquoi? Parce que la météo joue un rôle important sur comment va évoluer le vin et s'il est bon ou pas. Trop de pluie, trop de chaleur, vendange précoce, le goût change et la valeur aussi. Les investisseurs qui sont plus aguerris, plus expérimentés que toi qui regardes cette vidéo, misent sur les grands millésimes. Bordeaux, 2005, 2009, 2010, 2016 même, en plus récent. En Bourgogne, on va viser 2002, 2005 ou encore 2015. Sur les champagnes, on va viser par exemple 2008, qui est une des meilleures années qu'il n'y ait jamais eu en Champagne. Comment tu fais pour savoir ça? Quels sont les bons millésimes selon les régions, les domaines? Bah, tu te réfères aux notes des experts, James Lockin, Jan Sins Robinson, désolé pour la prononciation. Au-dessus de 95 sur 100, tu tiens peut-être une belle pépite. Petit hack, mais n'hésite pas à télécharger les guides des notations qui sont disponibles gratuitement en ligne. Et si tu les trouves pas, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram, on te les enverra 100% gratuit. Et fais-toi ta liste personnelle. Beaucoup de débutants achètent un bon domaine, mais un mauvais millésime. Et ils comprennent trop tard pourquoi personne ne veut réellement racheter leur bouteille. Mais attention, parce que ce que je viens de te dire, il y a quand même des exceptions. Je vais prendre un exemple. Château Lafite Rothschild. 2009, une note de 96 sur 100. On se dit, très beau millésime, qui va prendre de la valeur, domaine reconnu. Pour autant, il n'a pas réellement pris de la valeur. Pourquoi? Parce qu'une vente en primeur assez élevée et au final, tout le monde s'est jeté dessus, justement. Certes, c'est un très bon vin, mais en réalité, pas réellement de hausse des... Par contre, millésime 2011, qui a pourtant une note de 90 sur 100, bah lui, son prix est bien monté. Pourquoi? Parce que justement, les gens s'attardaient moins là-dessus et sur ce genre de domaine, on achète le nom du domaine et pas réellement un millésime. Ce qu'on veut boire, c'est un
Château Lafite Rothschild et pas un Bordeaux de 2009. C'est ça qui est important de prendre en compte également. En troisième conseil, c'est diversifie ton portefeuille viticole. Tu crois que tu vas devenir riche en misant tout sur un grand Bordeaux, mais mauvaise idée. La clé de la réussite, peu importe dans quoi tu investis, c'est la diversification. C'est ce que tu ferais également en bourse. Tu n'investis pas que dans une seule entreprise, tu achètes plusieurs actions de plusieurs entreprises. Varie les régions, Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Rhône ou encore la Loire. Varie les formats, magnum, bouteille, caisse. Varie les millésimes parce que tu réduis ton risque global. Ça reste risqué l'investissement. Personne n'est sûr à 100% que ça va prendre de la valeur. Il y a beaucoup de signes qui montrent que ça va prendre de la valeur, mais tu peux jamais en être sûr à 100%. Il faut être prêt à, entre guillemets, perdre cet argent. L'avantage, par contre, quand tu investis dans le vin, moi, si tu investis dans la crypto, investis dans une crypto, ça se casse la gueule, t'as plus rien. Là, au pire, tu pourras toujours boire une bonne bouteille. Dans l'idée, bien sûr, l'objectif, c'est de la revendre avec des bénéfices. C'est pour ça qu'il faut minimiser les risques. Et tu gagnes en souplesse également à la revente. Souvent, le problème des débutants, c'est qu'ils tombent amoureux d'un domaine et ils y mettent tout leur argent. Alors que non, il faut diversifier. Parce que mettre tout son argent au même endroit, c'est très dangereux. En quatrième conseil que je te donnerais, c'est investis pas pour faire des one-shots. Investis pour du 5, 10, 15 ans, pas pour la semaine d'après. Tu peux investir dans des bouteilles pour la semaine d'après, mais on sera plus sur de l'achat-revente. On a sorti une vidéo justement sur le thème de l'achat-revente que tu peux retrouver juste en haut de cette vidéo. Mais le vin, c'est pas une crypto qui explose du jour au lendemain où tu seras soit millionnaire ou SDF. Je caricature un peu, mais c'est la vérité. Mais c'est un actif qui se valorise naturellement avec le temps. Pourquoi? Parce qu'il est consommé. Et moins il en reste, plus il vaut cher. L'offre qui baisse, la demande qui augmente. Résultat, ta bouteille double de prix sans que tu aies rien à faire. C'est une stratégie de long terme et c'est pour ça qu'elle est fiable et surtout aussi sécurisée. Ceux qui veulent des résultats rapides abandonnent, les patients y récoltent. Attention, depuis le début, je te parle qu'il faut de la demande et de l'offre. Mais attention, il faut qu'il y ait beaucoup plus de demandes que d'offres. Je vais te prendre un exemple. Les champagnes Mouette et Chandon, c'est énormément demandé, mais derrière, il y a énormément d'offres, donc ça prend pas de valeur. C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur des bouteilles où il y a énormément de demandes, mais peu d'offres. Par exemple, Château Rayas. On a sorti d'ailleurs une vidéo sur l'histoire du domaine que tu peux retrouver également en haut à gauche de cette vidéo. En dernier conseil, je te dirais de ne pas oublier l'achat-revente. Parce que oui, tu as des, entre guillemets, des one-shots que tu peux faire. Sur la Chartreuse, par exemple, tu peux faire des x2 en l'espace d'un mois. Un Dom Pérignon Lady Gaga rosé, par exemple, c'est un x3 en moins de 1 an. Donc oui, c'est possible quand même de faire des investissements court terme. Un petit conseil que je te donnerais, c'est d'aller voir notre guide exclusif qui est dans la description de cette vidéo où justement tu sauras comment te lancer dès aujourd'hui. Maintenant, tu as toutes les clés pour investir intelligemment dans le monde des vins et spiritueux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Et n'oublie jamais, le vin est un art, mais bien investi, c'est aussi un actif qui rapporte beaucoup. C'était Hugo, Chérissez l'alcool, et je te dis à bientôt.